Tout est beau. Excellent. Donc, c'est un plaisir d'être là ce matin, encore une fois, pour la fête des pères. C'est bonne fête à tous les papas. Si vous ne l'avez pas entendu encore, ben bonne fête des pères à tous. Premièrement, c'est un peu stressant. Matin, mon père est là. C'est la première fois que je pense que mon père m'entend parler en public. C'était tout un plaisir d'avoir ça, mais c'est un peu stressant en même temps. Je commençais en disant, on vit dans un monde qui a vraiment tout un besoin de père. On vit dans un monde qui est assoiffé de père, de papa. Mon expérience, vous savez que j'aime beaucoup les enfants. J'ai travaillé beaucoup dans les camps, dans les jeunesses, dans les églises. Puis mon expérience en tant qu'homme qui travaille là, c'est que je vois à quel point on a un manque de papa. Je vois des petits-enfants dans les camps que, aussitôt qu'ils voient qu'il y a un gars qui est prêt à les écouter ou qui est prêt à jouer avec eux autres, qui viennent tout de suite puis qui se pognent après moi puis ils sont, tu le vois là, ils ont jamais eu ça, un homme dans leur vie qui était prêt juste à les écouter ou à jouer avec eux autres puis à démontrer un intérêt. On voit ça de tellement de façons. On le voit de cette façon-là, des enfants qui sont prêts à s'accrocher, je le vois, les enfants qui sont prêts à s'accrocher après moi simplement parce que je suis un gars. Ou aussi, il y en a d'autres que, tout simplement, quand on essaie de leur dire quoi faire, ils ne le prennent pas parce que je suis un gars, parce qu'ils n'ont jamais eu un homme dans leur vie qui leur disait quoi faire. Ils ne sont jamais habitués à ça. Que ce soit à cause des pères qui sont absents, que ce soit les pères qui sont encore avec la maman, mais qui sont plutôt distants, qui ne font pas grand-chose de discipline. On a vraiment un grand manque dans notre monde pour des papas. Et puis aussi, ça me fait penser à une chanson populaire par un artiste belge qui s'appelle Stromae, une chanson qui s'appelle Papa Outé. Vous connaissez un peu cette chanson-là. Chez René n'avait parlé l'année passée justement à la même date. La chanson, il dit Papa Outé, c'est ça la chanson, mais à un moment donné dans la chanson, il dit tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Cette ligne-là, ça vient me chercher. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde, ça vient les chercher. Personne ne sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. On a vraiment un grand besoin dans le monde pour des papas, des hommes qui vont se lever pour être des bons pères envers leurs enfants. Ce que je veux faire ce matin, c'est vous parler un peu des leçons, des bénédictions que j'ai eues par les hommes qui ont été des pères envers moi dans ma vie. Ça a été une grande bénédiction pour moi d'avoir plusieurs hommes dans ma vie qui ont été des vrais pères pour moi, qui ont été des très bons exemples. Puis je vais vous parler des leçons qui m'ont enseigné. Puis pour vous expliquer un peu comment ça a fonctionné, ça vous vous dites sûrement, c'est un peu bizarre, Jeff, c'est un enfant du divorce. Comment ça peut fonctionner, ça, quand même? Mon expérience en tant qu'enfant du divorce, c'est peut-être pas ce que vous pensez être typique. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants du divorce que leur expérience, c'est pas beau. Les parents qui n'arrêtent pas de chialer après, qui se parlent juste avec les avocats, puis qui sont tout le temps en train de parler l'un contre l'autre, puis le père qui essaie de monter le fils contre la maman qui essaie de monter le fils. Ça n'a pas été ça mon expérience du tout. Je peux vous dire, j'ai jamais entendu mon père dire de quoi contre ma mère. Jamais. Mon père n'a jamais rien dit de négatif. Je pense que l'affaire la plus négative que mon père a dit, c'est quelque chose du genre tu le sais, ta mère aime ça faire des listes. Tu sais, c'est des affaires de mère. C'est pas vraiment négatif, là. C'est pas vraiment négatif. Mais bon. Fait que ça n'a pas été ça, mon expérience, ça a été quelque chose, ça n'a pas été quelque chose de super négatif. Bien au contraire, mon père a toujours eu une bonne relation avec ma mère. J'ai jamais vu mon père et ma mère s'astiner. J'ai jamais vu ça. J'imagine que ça a dû se passer, mais jamais devant moi. Mon expérience, c'était quand mon père venait me chercher la fin de semaine. Il rentrait dans la maison, il jasait, tout était beau, il n'y avait pas de chialage, il n'y avait pas d'adastinage, rien de même. C'était tout très positif. Puis
sais, même mon père et René avaient une bonne relation. Je me souviens d'une fois que quand mon père venait juste d'acheter sa BMW Z3, un beau char décapotable. Il est rentré dans la maison avec ça. Pas dans la maison, mais il est rentré dans rentré à la maison avec ça. Là, il est rentré dans la maison, il était venu s'asseoir dans le salon, on jasait un peu. Puis René, je pense qu'il est rentré de faire l'épicerie ou quelque chose. Puis là, il a vu mon père, il a dit « Hey, beau char! » Puis là, mon père, il a pris ses clés, il a lancé, puis il a dit « Va faire un tour! » Puis René, il a dit « Je me le ferai pas dire 2 fois! » Il est parti. C'était ça le genre de relation qu'il avait. Fait que c'était vraiment le fun. Puis je pense à une autre affaire aussi qui était super positif. Je pense au mariage à mon frère Nick. On était tous, juste avant que la cérémonie commence, il y avait une petite salle dans l'église où tous les gars, on était réunis là, les garçons d'honneur, mon père, René, puis on était tous là en train de rire. Puis je me souviens que quelqu'un a fait le comment, quelqu'un avait passé à côté de la salle, puis nous avait entendu tous rire, puis il avait vu mon père puis René là. Puis la personne avait fait le commentaire, « Hey, c'est pas toutes les familles divorcées que tu vois ça, là, tu sais, le père, le beau-père, puis tous les gars en train de rire ensemble, les frères, le demi-frère, toute la gang en train d'avoir du fun. Ça a été ça c'est un peu ça l'expérience. Non, ça n'a pas toujours été parfait, évidemment. Mais ça a été une expérience, tu sais, pas une expérience typique d'un enfant divorcé. Donc, c'est ça. Je ne veux pas commencer à chialer puis à parler des choses négatives que j'ai vécues. Bien au contraire, je veux vous parler ce matin des bonnes leçons que j'ai tirées. Puis premièrement, je veux vous parler de mon père, les leçons que mon père m'a appris. Premièrement, une des bonnes leçons positives, c'était comment travailler fort. Mon père, c'est un homme qui travaille très, très fort. Je vous avais parlé à la fête des mères comment ma mère travaillait fort. Ils ont ça en commun. Mon père aussi, c'est un homme qui est très travaillant. C'est un homme qui est très discipliné. Moi, je travaille de nuit de ce temps-là. Et puis, je finis de travailler là, assez tôt le matin. D'habitude, vers 7 heures, des fois, je l'appelle un peu avant ça même. Je le sais qu'il est tout le temps réveillé. C'est pas quelqu'un qui fait la grasse matinée, même le samedi. Hier, je l'ai appelé à je sais pas, il était 7h30. 7h30 le samedi matin, je savais qu'il était réveillé. Je n'étais pas inquiet qu'il soit couché à 7h30 le samedi matin. C'est un homme qui est très travaillant, qui est très discipliné. C'est une super belle leçon que j'ai pu tirer de mon père. Il y a beaucoup de pères qui sont peut-être un peu plus lâches, qui ne travaillent pas fort. Mais certainement, ça n'a pas été le cas avec mon père. Mon père aussi, comment reconnaître ses torts et se repentir. Je ne veux pas aller dans les détails. Mon père a fait des graves erreurs dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a réussi à se repentir de ça, qui s'est repenti à ses fils pour ce qu'il a fait. Il nous a demandé pardon, puis ça a été il a su reconnaître ce qu'il a fait de pas correct. Puis il a réussi à chercher le pardon de Dieu pour ce qu'il a fait aussi. Puis c'est un bel exemple pour moi aussi, quand inévitablement je vais commettre des péchés dans ma vie, je vais pouvoir me repentir, puis surmonter ça, comme mon père l'a fait. Aussi, comment se faire des souvenirs. Quand on était jeune, mon père, c'est ce qu'il disait toujours quand il venait nous chercher. Il disait, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, papa? On va se faire des souvenirs, les gars. On se fait des souvenirs aujourd'hui. Parmi mes meilleurs souvenirs avec mon père, c'est quand il venait jouer au Nintendo avec nous autres, puis il était pas bien bon, mais il venait jouer avec nous autres pareil. Je pense que mes meilleurs souvenirs, c'est quand on allait au parc de l'île Saint-Quentin, puis il y avait les espèces de bateaux de pirates. Je pense qu'ils ont pu, là. Mais on allait jouer aux pirates, puis on passait des heures là-dessus, puis c'était ça. Je pense que c'est parmi mes plus beaux souvenirs avec mon père. C'était le genre d'affaires qu'on faisait. On allait glisser au parc Pidose l'hiver. Toutes sortes de belles affaires de même. C'est quelque chose que mon père m'a dit dernièrement aussi. Quand tu as des enfants, tu te fais des souvenirs. À tous les fois que tu sors avec eux autres, on se fait des souvenirs. On fait des choses qu'on va pouvoir regarder en arrière, puis qu'on va pouvoir se rappeler. Denis.
Et aussi, une autre belle leçon que mon père m'a appris, comment me peigner les cheveux. Alors, j'en dirai pas plus. Toutes sortes de jokes qu'on peut faire. Regardez ma chevelure, regardez sa chevelure. Il y a toutes sortes de jokes qu'on peut faire là-dessus. Donc, c'est quelques leçons que mon père m'a appris. Et puis aussi, René. Ma mère s'est remariée quand j'avais 3 ans. Avec René. René, ça a été un père vraiment super. Il a mis le père dans super. Je ne sais pas si ça se dit bien. Ça ne se dira pas en anglais, je suis désolé. René, ça a été un homme que lui aussi a vécu un divorce. Lui aussi avait 3 enfants. Lui et ma mère ont réuni chacun 3 enfants. Puis ils en ont fait un autre en plus de ça. Juste pour s'assurer qu'il y en avait assez. Et puis, René, ça a été un père vraiment exceptionnel aussi. Parmi les belles leçons qu'il a pu nous apprendre, la patience. Quand tu as 7 enfants, ça en prend de la patience. Ça en prend de la patience. Autant qu'on a pu être stupide des fois, autant qu'on a pu faire des choses bizarres. Je pense au plan que mon frère David avait, qui avait toutes sortes d'idées farfelues. René c'était un homme qui était toujours très, très patient avec nous autres. C'est pas quelqu'un qui partait en colère tout de suite. Une autre chose, René savait comment s'excuser. C'est pas tous les parents qui savent comment faire ça. C'est pas tous les parents qui réalisent quand ils font de quoi de mal ou qui vont aller s'excuser à leurs enfants. Je peux me souvenir d'une fois en particulier que je me souviens même pas c'est quoi que René avait fait. C'était pas une grosse affaire. Je pense que c'est juste qu'un matin, il s'était levé et il était peut-être un peu... ouais, c'est ça. Peut-être un peu pas patient le matin. Juste un peu de grognon. C'est peut-être un de ses défauts qui était un peu grognon le matin. Il s'est levé un matin. Je pense que c'était ça. Il était peut-être un peu de mauvaise humeur. Puis il a peut-être... il nous a peut-être chialé après un peu. Je ne sais pas trop c'était quoi. Mais je me souviens que plus tard dans la journée, par contre, il a pris chacun des 7 enfants à part pour s'excuser. Puis ça prend de l'humilité pour faire ça. Il n'y a pas grands-parents qui vont s'excuser à leurs enfants pour ce qu'ils font de pas correct. Je sais qu'il y a beaucoup de parents que l'attitude, c'est... c'est moi le parent, puis j'ai pas besoin de m'excuser pour rien, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est mes enfants qui n'ont pas d'allure. Puis si j'hérite mes enfants, j'hériterais pas mes enfants si c'était pas du fait qu'ils me désobéissaient tout le temps. René, son exemple qu'il a donné, c'était que non, quand tu as tort, tu peux t'excuser. Je ne sais pas si... Peut-être que je ne suis pas un père moi-même. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de parents qui ont peur de s'excuser. Peut-être que c'est parce qu'ils ont peur que ça va les faire sembler petits, ça va les faire sembler humains. Je ne sais pas. Ça va peut-être ça prend de l'humilité pour faire ça. Moi, je peux vous dire que ce que ça m'a appris, c'est que ça prend un vrai homme pour s'excuser. Puis, bien au contraire, ça m'a donné plus de respect pour René. Plutôt que de me faire perdre du respect pour lui, ça m'a donné du respect pour lui. C'est important de savoir comment s'excuser. René aussi, il prenait le temps prendre le temps pour enseigner la Bible aux enfants. J'en ai parlé un peu quand j'avais parlé de ma mère, mais ça a été vraiment un travail d'équipe, lui et ma mère, d'enseigner de la Bible aux enfants dès notre jeune âge. Tous les jours, ils nous ont enseigné la Bible. Au début, c'était ma mère qui nous ouvrait la grande Bible avec les grosses images à tous les soirs. En vieillissant, puis on n'avait plus vraiment l'âge pour ça. On avait chacun nos Bibles autour de la table, puis on lisait ça, puis c'était René qui nous dirigeait là-dedans. Très important pour les parents d'enseigner la Bible aux enfants. C'est pas la job de l'Église d'enseigner la Bible aux enfants. Je crois que l'Église doit venir aider,
va donner comme un supplément dans l'enseignement aux enfants, mais que principalement, la job d'enseigner la Bible aux enfants, ça revient aux parents. Et ça, mes parents l'ont compris. Une autre chose aussi, René, il avait aussi compris comment discipliner les enfants. Proverbe 13, 24 nous dit « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Je parle pas d'être abusif avec nos enfants pour les corriger. Je suis absolument contre ça. Je crois que chaque enfant, il y a une façon d'aller les chercher de trouver les affaires qui vont les corriger. Chaque enfant, ça va être différent. Par exemple, pour mon frère CJ, de se faire envoyer dans sa chambre, c'était pratiquement une récompense. De se faire mettre dans un coin, c'est pratiquement une récompense pour lui. Mon frère David ou moi, de se faire mettre dans un coin debout, c'est terrible. C'est la pire chose, la pire torture. Donc, chaque enfant, ça va être différent. C'est très important de trouver la méthode qui va convenir à l'enfant lui-même. La discipline doit toujours se faire avec amour aussi. Puis ça, je savais que même avec toute la discipline que j'ai pu me mériter, que j'ai pu avoir de besoin, il y en avait beaucoup, je savais que René m'aimait toujours. Mes parents ont un super bon système qu'ils ont fini par développer au cours de notre adolescence, c'était les heures de travaux forcés. Quand on faisait de quoi de pas correct, c'était une heure de travaux forcés. Donc, c'était une très bonne façon aussi de faire le ménage dans la maison. Donc, mais aussi, pour pas que vous pensiez que René, c'était juste un gars qui faisait la discipline puis un bourreau qui... non, c'était pas ça. René, c'était loin d'être un bourreau. René savait comment avoir du fun aussi. J'ai plusieurs très bons souvenirs de René quand j'étais assez petit, qu'on se battait dans le lit puis je se faisait tirer dans le feu. Pas pour vrai, le feu c'était. On disait que le parterre c'était du feu. Mais on se battait, puis ça, c'était des très bons souvenirs. Aussi, je pense à toutes les vidéos drôles qu'on a pu faire avec sa caméra à René. On a fait des films, puis toutes sortes d'affaires de même. René savait comment avoir du fun. René, c'était sans aucun doute le plus... dans le couple de René et ma mère, c'était pas le plus sérieux des deux. C'était sans aucun doute le parent le plus fun. Je sais pas comment que ça a sorti en anglais, comment que ma mère a choisi de traduire ça, là. Mais bon. Alors aussi, il n'y a pas juste eu mes deux pères qui m'ont appris des bonnes leçons. J'ai aussi eu des grands-pères. Avec deux pères sont venus 3 grands-pères. C'est assez le fun. Premièrement, Will Poisson. Ça a fait 13 ans au mois de mai qu'il est décédé. J'ai pas pu quand même le connaître pendant ses meilleures années. J'ai un vague souvenir qu'on a été sur son bateau quand j'étais assez jeune. Mais j'ai quand même des très bons souvenirs de lui. Grand-papa, il était toujours fier de ses petits-enfants. Il nous parlait toujours de comment il était fier de nous autres. Pas une conversation qui passait où il me le disait pas. Grand-papa aussi, il savait trouver le plaisir dans les choses simples de la vie. Je me souviens qu'une fois, moi et mon frère, on était allés le voir. Puis grand-maman n'était pas là, je me souviens plus, elle était où, elle était peut-être partie marcher. C'était grand-papa qui était là, puis il venait juste d'avoir un petit oiseau. Puis il nous parlait tout de comment que son petit oiseau, il était tout impressionné de ça, puis il disait « Hey, pensez à ça, là, ça a tout son petit moteur là-dedans pour le faire marcher. » Puis il y a juste le bon Dieu qui peut faire ça, hein. Hey, wow, regarde ça, le petit oiseau. Puis il a passé un bout à nous parler de son petit oiseau, puis après ça, il nous a raconté la même histoire 2 fois avec avec des détails qui ont changé un peu dans l'histoire. Fait que je me souviens pas vraiment de... Je me souviens pas... Je pense que lui non plus s'en souvenait pas comme faut. Mais bon.
Grand-papa savait trouver le plaisir dans les choses simples. Il faut regarder un petit oiseau puis voir la beauté de ça. Grand-papa aussi savait tirer profit de sa perte de mémoire. C'était... quand on jouait aux cartes, quand on jouait au domino, il savait comment tirer profit de ça. Il s'amusait à faire avec ça. Des fois, quand on jouait à la dame de pique, puis là, il disait oh, c'est quoi mon atout là? Puis là, il mettait une carte. Là, non, grand-papa, tu peux pas jouer celle-là. Ben oui, moi, je veux jouer celle-là. Puis là, il s'arrangeait à jouer la carte qu'il voulait jouer. Là, c'est grand-papa. Il savait qu'il perdait des bouts. Fait que, il décidait de tirer profit de sa perte de mémoire. Papy, Roger Landry, malheureusement, il n'est pas là ce matin. Papy aussi, lui aussi, il savait avoir du fun avec ses petits-enfants. Il venait dans la piscine avec nous autres, puis on s'accrochait après lui, puis on avait bien du fun avec. C'est un homme qu'on n'a jamais on n'a jamais questionné le fait qu'il nous aimait. Je pense par contre la leçon la plus précieuse que je tire de la vie de Roger Landry, de Papy, c'est l'amour inconditionnel envers son épouse. Mamie est décédée un peu plus tôt cette année, il y a quelques mois. Mais dans les années qui ont précédé ça, Papy a toujours eu un amour inconditionnel envers Mamie. Autant que Mamie avait de la difficulté là, à la fin, elle avait des problèmes physiques, elle perdait des bouts, c'était pas facile de s'occuper d'elle, mais Papy l'a aimé inconditionnellement. C'est un super bel exemple. Peu importe ce que l'âge peut faire, tout ce qui peut arriver, Papy a toujours aimé son épouse inconditionnellement. Puis c'est l'amour que j'espère avoir un jour. Si jamais j'ai l'occasion de vivre vieux avec quelqu'un, c'est le même que je veux être moi aussi. Et finalement, Grampy, lui aussi va passer. Il va y passer. Grampy aussi, il a appris des belles leçons. Grampy nous a appris comment toujours être au service de Dieu. Lui aussi m'a appris comment faire mes cheveux. Il a essayé. Mais bon. Non, Grampy il nous a appris comment toujours être au service de Dieu. Dès son jeune âge, il a commencé comme imprimeur. Il a travaillé pour toutes sortes de ministères. Il est devenu missionnaire en Afrique pendant 3 ans. C'est un homme qui a passé toute sa vie au service de Dieu. Même s'il n'était pas nécessairement dans le ministère, comme on peut dire, il n'a jamais été vraiment, du moins tout le temps qu'il a habité au Québec, il n'a jamais été payé pour exercer un ministère. Il a toujours été au service de Dieu. C'est un super bel exemple de quelqu'un qui, même dans la job qu'il peut avoir, tu peux toujours être en train de faire des choses pour Dieu. Tu peux toujours être en train d'accueillir les gens chez vous, puis de pratiquement en adopter quelques-uns. Toujours être impliqué au sein de ton église. Grampy, il nous a appris ça, certainement, à toute notre famille. Grampy aussi, il nous a appris à faire passer sa famille avant tout. Grampy dit souvent ça, ne sacrifiez jamais votre famille sur l'autel du ministère. Grampy dit souvent ça. Peu importe le ministère que tu peux avoir, Grampy nous a toujours appris que peu importe le ministère que tu peux avoir, il ne faut jamais que ce soit aux dépens de ta famille. Une des choses je ne sais pas si on peut dire un des sacrifices qu'il a fait, mais une des décisions qu'il a pris certainement avec ma grand-mère, mais c'était justement de ne pas retourner en Afrique après qu'il soit allé comme missionnaire. Une des grandes raisons pourquoi, tu peux me corriger si j'ai tort, mais une des grandes raisons pourquoi ils ne sont pas retournés, c'est parce que ma mère et ma tante étaient à l'âge où ils allaient au secondaire. Et puis, il n'y avait pas d'école secondaire au Tchad, en Afrique où ils étaient. Et il aurait fallu, du moins pas sur la petite
pas sur la mission où ce qui était, il aurait fallu qu'il envoie ma mère et ma tante en Allemagne pour aller à l'école, au secondaire. Et eux, c'est pas quelque chose qu'ils voulaient vraiment faire. Ils préféraient élever leurs enfants eux-mêmes. Et puis, c'est une des choses qui a fait en sorte qu'ils sont restés au Québec. Donc, Grampy, il nous a toujours dit, ne sacrifiez jamais votre famille sur l'autel du ministère. Il nous parle tout le temps de pasteurs qui vont faire passer leur ministère avant tout, puis jusqu'au point où ils se foutent de leurs femmes, puis ils se foutent de leurs enfants, puis tout ça, c'est de côté. Et puis, bon, oui, ils ont un beau ministère, mais au bout du compte, leur famille, ça va pas bien. Ça, c'est ce qu'on appelle sacrifier la famille sur l'autel du ministère. C'est pas quelque chose qui est bon à faire. Et c'est certainement une belle leçon que Grampy m'a appris. Si jamais j'ai une famille un jour, faut que je continue de le dire, si jamais j'ai une famille un jour, c'est certainement une leçon que je vais traîner avec moi, que peu importe les ministères que je peux avoir, il ne faut jamais que ça vienne empiéter sur la vie de famille. Grampy aussi, il nous a appris comment jouer des tours. Grampy nous dit souvent qu'à son funérail, il veut qu'on raconte tous les pires tours qu'il a joués à tout le monde. Il y avait des fois où, il y a une fois où il a convaincu mon frère que mon frère venait juste de manger des petites baies sur un arbre. Puis il lui a convaincu que c'était empoisonné. Puis mon frère est allé, il a convaincu mon frère d'aller se coucher dans une boîte pendant qu'il creusait un trou. Mon frère disait, je peux-tu aller voir dire bye-bye à ma mère avant de mourir? Non, pas le temps. Couche-toi dans la boîte. Puis, on va creuser un trou. Puis, mon frère est resté dans la boîte pendant un petit bout. C'est le genre de tour que mon grand-père aime jouer. Ça fait des très bons souvenirs. Oui, c'était un peu... je suis sûr qu'ils sont un peu traumatisés par ça, mais on s'en est bien sorti quand même. Grampy aimait bien ça jouer des tours. C'est le genre d'affaires qu'on va raconter à ses funérailles, qu'on va bien rire. Il nous a toujours dit que... Il nous parlait souvent aussi de comment que ses grands-parents et comment que sa mère aussi était devenue bien malcommode. Puis il nous a toujours dit, si jamais je viens malcommode de même, amenez-moi en arrière de la grange puis tirez-moi. Puis je le sais, la raison pourquoi on ne l'a pas fait encore, c'est qu'on n'a pas trouvé de grange. J'ai hâte d'être un vieux malcommode comme Grampy. Finalement, sur une note un peu plus sérieuse aussi, l'héritage. Grampy nous a laissé, il ne laisse pas un héritage nécessairement monétaire. Je ne m'attends pas à avoir grand-chose quand il va mourir. Non, Grampy nous laisse un héritage qui est beaucoup plus grand que ça. Il nous laisse l'héritage spirituel en Jésus-Christ. Grampy il a appris à tous ses enfants qui était Dieu, qui était Jésus, ce que Jésus a fait pour nous autres à la croix en mourant pour nos péchés. Il a appris ça à ses enfants, il l'a enseigné tous les jours. C'est pas juste Grampy aussi, certainement. Ça a été un couple qui ont vraiment fait ça tous les jours. Ils ont appris ça à leurs enfants. Et on voit ça parmi les petits-enfants aujourd'hui, parmi les arrière-petits-enfants. On est, 78 à cette heure dans la grande famille? 70? 69, 70. En tout cas, on est une méchante gang. C'est un héritage qui s'est transmis à toute la grande famille. Chacun de ces enfants-là, de ces petits-enfants-là, de ces arrière-petits-enfants-là et de tous ceux qui vont venir, on reçoit un héritage qu'on ne va pas perdre. On connaît Jésus-Christ à cause que mes grands-parents ont décidé dès leur jeune âge, dès le temps qu'ils ont commencé à avoir des enfants, qui allaient leur enseigner la Bible. On voit encore les résultats aujourd'hui dans nos vies puis dans la vie de la prochaine génération à venir. C'est vraiment toute une inspiration pour moi de penser que les décisions que je prends en ce moment, d'enseigner des petits-enfants, mais que c'est peut-être pas mes petits-enfants à moi,
mais que ce soit mes neveux, mes nièces, les petits-enfants qu'on a ici, ça va être des choses qui vont être retransmises et repassées pour des générations et des générations à venir. Je ne sais pas si Grampy avait en tête des petits-enfants puis des arrière-petits-enfants. Peut-être que, je ne sais pas, il n'a pas l'air tuable, fait qu'il va peut-être avoir des arrière-petits-enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Grampy a pensé quand il était jeune que son héritage allait se transmettre là. Mais c'est certainement là qu'on en est rendu. Puis c'est certainement une super belle leçon pour moi. Puis quelque chose qui est super inspirant, puis j'espère que c'est inspirant pour vous aussi. Donc merci à tous, bonne fête des pères à tous les papas.